Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast qui accompagne les femmes à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman et femme qui ose briller sans retenue ni délai. Je suis l'auteur de plusieurs best-sellers dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie. Bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. Je crois que non seulement nous le pouvons, mais en plus nous le devons, car nous les femmes avons un rôle à jouer pour influencer l'avenir de notre humanité. Chaque lundi, dès 6h, je vous partage une conversation avec une personne inspirante. À travers les différents épisodes, je souhaite vous aider, selon vos désirs, à avoir une famille sereine et joyeuse, un métier qui vous fait kiffer, des finances dont vous pouvez être fiers, du temps et de l'énergie pour prendre soin de vous et vous amuser, et une sexualité délicieuse et libérée. Bonne écoute! Donc aujourd'hui, je reçois Grégory Pouy et ensemble, nous allons parler d'empreinte carbone, de pouvoir, de nos modes de pensée et de psychédéliques. À travers cet échange, nous allons tout particulièrement mettre en lumière comment un homme peut connecter à sa part de féminin. Grégory travaille à la rencontre des technologies, de la sociologie et du business. Il a créé une structure en indépendant où il conseille des entreprises en stratégie digitale. Il est prof à Dauphine, HEC et Sciences Po en marketing, cofondateur d'une boîte de blockchain, Ariani, ainsi que d'une boîte Plink qui crée des podcasts pour les marques. Il est aussi le créateur du podcast Vlan et auteur du livre Insoutenable Paradis, publié aux éditions Duno. Alors, bonjour Grégory, bienvenue dans ce podcast. Bonjour, merci beaucoup, je suis ravi. C'est toujours très étrange quand quelqu'un d'autre te présente. Alors justement, j'ai envie de te donner la main et de t'inviter à compléter. Comment tu te présenterais avec tes propres mots ? Je suis un peu à la croisée des chemins justement, mais généralement, ce que je dis, c'est que je suis un être humain qui essaye de comprendre comment la société évolue et qui essaye de créer du lien avec moi, avec les autres, avec la nature, mais surtout j'essaye d'aider les autres à le faire aussi, c'est-à-dire en fait à mieux comprendre ce monde qui est complexe et donc les aider à créer du lien avec soi, les autres et la nature. Ça me semble indispensable. Je pense qu'on est en train de passer d'une société de biens à une société de liens, en tout cas je le souhaite, et donc naturellement, du coup j'essaye, en tout cas à mon petit niveau, d'aider les personnes à aller vers ça. J'aime beaucoup cette idée, on passe d'une société de biens à une société de liens et en même temps c'est très intéressant parce qu'en même temps on n'a jamais eu autant l'opportunité d'être conscient de toutes les zones dans notre vie où on n'est pas en lien et où on est séparé en fait. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'on vit vraiment dans une société où on a plein d'opportunités de voir tous les espaces de division et tous les espaces de séparation qu'on a entre nous. Et je me dis souvent, on est dans une ère où on doit choisir le lien, on doit choisir l'union, le fait d'être un, d'être ensemble, d'être en lien. Ça te parle, cette idée-là ? Alors oui, je ne sais pas si on n'a jamais autant eu l'occasion de voir à quel point on était en lien. Moi, j'ai l'association que, à travers les technologies, et on sait bien à quel point Facebook est dans la tourmente, mais à travers les bulles de filtre, comme le décrivait Eli Pariser, en fait, on est dans des bulles sans trop s'en rendre compte, justement. Et c'est tout le problème des réseaux sociaux et de la technologie de manière générale, les moteurs de recherche en particulier. Donc, en fait, tu évolues dans des bulles sans le réaliser. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, je ne sais pas si on est bien conscient du manque de lien. Et puis, surtout, au niveau individuel, parce que moi, je ne crois pas qu'on puisse faire vraiment de lien profond avec les autres ou avec la nature si tu n'as pas de lien avec toi-même. Et je vois bien à quel point, en ce moment, comment on dit en français, mental illness, les maladies mentales, c'est vraiment le gros sujet, comme les burn-out. Et moi, ça me prouve, entre guillemets, que les gens ne sont pas tant connectés à eux-mêmes, puisqu'ils n'écoutent pas leur corps. Et dans une société performative comme on est aujourd'hui, je ne suis pas certain que les gens soient vraiment à l'écoute d'eux-mêmes et de leurs besoins.
Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que je voulais dire tout à l'heure, surtout, c'est cette idée qu'on a aujourd'hui beaucoup de sujets de division qui émergent. Il y a eu, en tout cas aux États-Unis, très fort le Black Lives Matter. Donc, il y a tout ce mouvement Black Lives Matter où il y a des camps. Après, il y a le féminisme qui est en train de remonter, où il y a des camps. Il y a le positionnement de chacun autour de la pandémie et autour du vaccin. C'est aussi une opportunité d'être divisé, d'être séparé. Et donc, on a toutes ces opportunités d'être divisés, d'être séparés, et on a un choix. Est-ce qu'on élargit le fossé entre nous, ou est-ce qu'on trouve un moyen d'être en lien avec tout ça, en étant différents? Pardon, alors j'avais pas compris. Alors effectivement, pour revenir aux technologies, en fait, il y a vraiment un effet pervers des technologies et que malheureusement les médias ont embrassé. Qui est la binarisation de l'information. Et en fait, donc les réseaux sociaux, on l'a vu avec Frances Haugen, font en sorte de créer du clash, parce qu'en fait, c'est ce qui génère le plus d'interactions et donc le plus de revenus pour les réseaux sociaux, parce que c'est ce qui génère le plus de likes, de commentaires, etc., etc. Donc eux, ils ont intérêt, les plateformes, c'est horrible de dire ça comme ça, mais c'est quand même ça, ils ont intérêt à ce que ça clash. Les médias, eux, qui essayent d'avoir de la visibilité, ont tendance à jouer le jeu de la binarité, c'est-à-dire à opposer des gens que tout oppose, donc ils ne font pas avancer le débat. Ils font des titres à buzz, entre guillemets, et donc, de la même manière, ils renforcent encore ce côté binaire. Et donc, pour casser ça, ce que tu décris, ça implique une prise de conscience et donc une prise de hauteur, de se dire, attends, le monde, il n'est pas si binaire. Et tu vois, tous les sujets que tu as évoqués, alors bien sûr, Black Lives Matter, le féminisme, on pourrait parler des woke, on pourrait parler effectivement des vaccins. Je ne suis pas certain que tout le monde soit autant divisé que les médias ou les réseaux sociaux veulent bien nous le faire croire. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont un peu au centre, qui ne savent pas trop. Le féminisme étant sans doute l'exemple le plus évident sur le sujet, même si c'est vrai que la situation aux États-Unis et en Europe est vraiment différente, je crois. Finalement, on voit plus de propos modérés. Et d'ailleurs, les propos modérés n'ont pas trop leur place, ni dans les réseaux sociaux, ni dans les médias traditionnels, pour les raisons que j'ai évoquées juste avant, parce qu'en fait, ça ne génère pas de likes ou de commentaires. Donc, on les voit très peu émerger. Et ce qu'on voit émerger, finalement, c'est les extrêmes. Il faut faire vraiment très attention à la manière dont on s'informe et à comprendre la manière dont fonctionnent et les médias et les réseaux sociaux pour pouvoir prendre un pas de recul et se dire, en fait, il y a des avis modérés qui existent aussi. Et j'ai l'impression que ce qui me vient là, c'est que c'est justement dans les avis modérés qu'on apprend et qu'on comprend. Et je viens de faire l'association que dans le comprend, il y a le enfin c'est ensemble, il y a prendre ensemble. Et ça veut vraiment envisager tous les points de vue. Et c'est ça la vraie information. C'est ça qui nous permet vraiment de grandir en fait et d'évoluer en termes de société. Moi, je crois, et justement, ma conviction, c'est que les podcasts permettent ça. À la différence des médias traditionnels, pas tous les médias traditionnels, évidemment, on peut pas tout mettre dans un même paquet, mais je trouve que les médias traditionnels, en jouant le jeu des réseaux sociaux, se sont décrédibilisés par eux-mêmes. Et les podcasts sont arrivés et commencent en ce moment à remplacer d'une certaine manière l'information pertinente pour un certain nombre de personnes, parce que en fait c'est du temps long, qu'on est dans la nuance en général, même si bien sûr il y a des podcasts qui sont très anglais sur le féminisme ou d'autres sujets. Il y a quand même un certain nombre d'entre eux qui entrent dans cette nuance, qui arrivent et qui amènent une vision plus complexe. Et je crois que dans des situations comme on est en ce moment, c'est-à-dire à l'aube de crises très profondes, d'ailleurs à l'aube on y est dedans, on est dans une crise sanitaire profonde, et puis il y en a d'autres parallèles qui sont en train de se jouer, comme la crise écologique, la crise économique, crise financière, crise sociale. Du coup, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de modération, qu'on a besoin de sciences sociales, qu'on a besoin de prendre du recul. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a un retour aussi à la philosophie, à la sociologie, et aux sciences, ce qu'on appelle les sciences molles, mais qui sont en fait indispensables. Chaque fois que tu dis quelque chose, j'ai plein de questions à poser derrière. Alors, déjà, ce qui me semble intéressant, c'est que je pense que c'était ça ton intention avec la création de ton podcast Vlan. Si j'ai bien compris. Alors, plus ou moins.
Raconte-nous. Pardon. Plus ou moins, parce qu'en réalité, c'est beaucoup moins sexy que ça. La réalité est beaucoup moins sexy. La réalité, c'est que moi, il y a 15 ans, j'ai créé un blog de marketing. Donc, tu l'as dit en introduction, moi, je suis un marketeur à l'origine et qui est devenu assez connu en France, mais qui m'a permis de voyager. Enfin, j'ai vécu 3 ans et demi à New York et voilà, j'ai fait pas mal de conférences un peu partout dans le monde. Et puis, à New York, j'ai découvert les podcasts. Et quand je suis rentré en France, en 2016, du coup, j'ai décidé de créer un podcast, donc qui est sorti en 2017, et qui, à l'origine, était un podcast de marketing. Donc, un podcast de marketing et c'est pour ça que ça s'appelle Vlan, claquer la porte au bullshit. Mais un podcast de marketing quand même. Donc, il y a une 50aine d'épisodes, un peu moins, autour du marketing. Et à un moment donné, je me suis donné la liberté d'être moi-même et de sortir du marketing et de m'intéresser beaucoup plus à ce qui, moi, profondément me faisait vibrer, c'est-à-dire les sciences sociales et comprendre comment la société évolue et le lien, etc. etc. J'ai l'impression que c'était une vraie permission que tu t'es donnée là. C'était pas facile pour toi de prendre cette décision. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Pourquoi c'était pas facile et qu'est-ce que tu as appris? C'était pas facile et ça l'est toujours pas. Pourquoi? Parce que, en fait, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi, à l'origine, j'avais mon blog et pourquoi j'ai créé mon podcast. Moi, je suis un piètre commercial et en créant du contenu, donc j'avais une posture, du coup, une position. Et comme je suis indépendant, j'avais des marques et des gens qui venaient à moi, naturellement, pour me dire, tiens, a priori, il connaît bien son sujet, on va l'interroger sur XY truc. Donc, ça me permettait de trouver des clients, simplement. Le fait de faire ce choix sur Vlan fait que je me suis totalement décentré professionnellement, puisqu'en fait, aujourd'hui, je suis associé à Vlan, mais ça veut dire aussi que j'ai plus de clients qui viennent me voir. Donc, en fait, en faisant ce mouvement, j'ai pas perdu, mais quasi mon business. Parce qu'en fait, les gens, ils vous mettent pas dans plusieurs cases. En général, ils vous mettent dans une case. Et moi, je suis du coup maintenant dans cette case podcast et cette case compréhension de la société, sociologie. Et du coup, je suis plus du tout dans la case marketing. Ça tombe bien parce que j'ai plus envie d'en faire. Mais néanmoins, c'est un choix qui est pas si simple parce que effectivement, ça implique de ne plus, pas de plus avoir de revenus, mais de réduire de manière assez drastique les revenus. C'est une métamorphose. T'as suivi un élan, t'as honoré ta nature profonde, et donc du coup tu lâches. T'as dû lâcher derrière toi des choses que tu avais acquis et des choses que tu pensais que tu avais absolument besoin de préserver, ta clientèle, mais il y a le mot qui me vient en anglais, c'est le mot surrender. T'as surrender de cet élan, t'as senti que tu avais d'autres sujets que tu avais envie d'aborder et t'as osé faire confiance à ça en fait. Et voilà, et c'est plus juste pour moi. Néanmoins, et puisqu'on va parler de psychédélique, je vais faire une cérémonie de San Pedro dimanche pour justement essayer de comprendre comment je me positionne en 2022, vers où je mets mon énergie. Vlan restera évidemment, il n'y a aucun doute, mais vers où je mets mon énergie professionnelle. Qu'est-ce que je fais précisément? Qu'est-ce que je propose? Donc, tu vois, ça reboucle. Alors, la manière dont tu parles de ça, où est-ce que je mets mon énergie, et c'est ça qui m'intéressait pour t'avoir aujourd'hui dans ce podcast, c'est que moi, je parle beaucoup de féminin. Et très brièvement, je vais te présenter un petit peu mon point de vue par rapport à ça. C'est que j'ai vraiment l'impression, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, que notre société arrive à un burn-out. On a un burn-out de la planète, on a un burn-out des humains, on en a déjà parlé, toutes les maladies mentales, tous les burn-out humains. Et moi, j'ai l'intime conviction, et je crois qu'on est d'accord là-dessus, que ce burn-out arrive parce qu'on a construit une société qui a mis en son centre l'économie et qui, du coup, a valorisé énormément tout ce qui est progrès, stratégie, performance, rentabilité, action. Et donc, on est devenu super, super fort à ça. Faut quand même admettre que grâce à ça, notre qualité de vie s'est améliorée. Grâce à ça, j'ai plusieurs voitures dans mon driveway. Notre qualité de vie. Non, notre qualité de vie matérielle, notre qualité... Moi, je dirais notre bien vivre, que j'oppose au bien-être. Pas j'oppose, mais disons que le bien vivre et le bien-être, c'est pas la même chose. D'accord. Mais notre bien vivre, effectivement, s'est amélioré.
Voilà, moi je raconte souvent cet épisode que je me souviens de mon père qui nous racontait le jour où mon grand-père a ramené une machine à laver le linge à ma grand-mère et qu'elle avait 9 enfants. Et donc voilà, avoir une machine à laver le linge, c'était quand même une énorme amélioration. Là, on est sur le bien-être. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne se pose pas la question, on a un lave-linge chez nous, la grande majorité d'entre nous. Donc ça, c'est grâce au fait qu'on a construit une société qui a cherché à être rentable, qui a cherché à être profitable. Et du coup, on a développé l'industrialisation, on a appris à construire, à créer des produits à moindre coût, du coup, à les rendre accessibles à tout le monde. On a aussi beaucoup amélioré la science, la médecine, on a pu soigner des maladies, on a reculé l'âge de l'espérance de vie, enfin, on a prolongé l'espérance de vie. Voilà, c'est plus vrai maintenant, mais... Oui. Maintenant, elle est en train de réduire en Europe et aux États-Unis. Mais oui, c'est vrai, ça a été vrai pendant toute une période, effectivement. D'accord. Alors, je suis curieuse à savoir plus là-dessus et en même temps, j'ai plein d'autres questions que j'ai envie d'aborder. Donc, je vais me retenir de pas creuser là-dessus, mais ça m'intéresse de savoir. Donc, tout ça pour dire que j'ai l'intime conviction qu'on a, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, et peut-être que tu parles de ça dans ton livre Insoutenable Paradis, c'est qu'on a créé cette espèce de paradis qui en fait devient insoutenable. Et je pense que c'est parce qu'on a énormément valorisé ce qu'on appelle les énergies du masculin, les forces du masculin, qui sont, quand on regarde le yin-yang de la médecine chinoise, les énergies du masculin, c'est le faire, c'est la stratégie, c'est la connaissance, c'est la performance, c'est l'action. Et aujourd'hui, on est invité à revaloriser et à remettre au cœur de nos vies les forces et les énergies du féminin pour que le masculin et le féminin puissent faire une alliance et qu'on puisse avoir un équilibre de vie beaucoup plus durable et beaucoup plus durable au niveau écologique, mais aussi au niveau santé, au niveau bien-être et au niveau bien-vivre. Et donc, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de cette énergie du féminin que toi, tu essayes de mettre au cœur de ta vie et de ta vision de la place du féminin aujourd'hui dans notre société. En fait, alors tu l'as dit, et moi je suis effectivement complètement d'accord avec ça. Je crois que pas la seule voie de sortie, mais quasi quand même, ou en tout cas c'est un passage obligatoire de développer l'énergie féminine en chacun. Donc je différencie bien, et c'est important parce que je pense que tout le monde ne fait pas nécessairement la nuance. Et c'est malheureux parce que c'est vrai qu'en langue latine ou grecque, on a tendance à dire féminin, masculin. C'est vrai que dans la culture asiatique, c'est quand même plus juste parce que c'est yin et yang et du coup, c'est pas genré. Donc, il y a des gens que ça fait bondir énergie masculine et féminine, mais bon, on va quand même les utiliser. Donc, je différencie énergie masculine, féminine d'hommes et femmes parce qu'en fait, évidemment, les hommes et les femmes ont de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Et clairement, on est dans une société hyper patriarcale et l'énergie masculine est extrêmement développé, surdéveloppé par rapport au féminin qui, aujourd'hui, est considéré comme de la faiblesse. En fait, l'énergie masculine, alors toi, tu as donné un certain nombre d'adjectifs. Moi, souvent, ce que je dis, c'est que c'est souvent la force, la vitesse, tous les trucs que tu mets à l'extérieur de toi, en fait, cette force qui est à l'extérieur. Donc, du coup, les achats, la surconsommation pour montrer que tu es puissant. Et puis, cette puissance féminine, c'est cette puissance intérieure, donc l'empathie, la vulnérabilité, tu vois, le soin à soi et le soin aux autres. Et ça, c'est de la force intérieure. Et en fait, quand tu développes cette force intérieure, par définition, tu déconsommes, parce qu'en fait, tu as moins besoin de prouver par l'extérieur, que tu as moins besoin d'aller vite, tu as moins besoin d'avoir plein de choses autour de toi, la belle montre, le beau sac, je sais pas trop quoi. Et donc, tu déconsommes, donc tu es écologique by design, quoi. Enfin, globalement, c'est vraiment ça. Et en fait, de manière assez intéressante, j'ai interviewé cette femme qui s'appelle Annick de Souzenel, dont je t'ai parlé juste avant, qui est une anthropologue des religions. Et ce qu'elle dit, c'est qu'il y a une mauvaise traduction des livres sacrés. Et quand, dans la Bible, par exemple, c'est écrit que l'homme doit épouser son Isha, c'est pas l'Isha, c'est donc le féminin, c'est pas la femme à l'extérieur, ce qui a été compris finalement, parce qu'on a créé le mariage, c'est la femme à l'intérieur. Et vraiment, c'est ce mouvement-là qui est indispensable aujourd'hui. Alors, pour des raisons écologiques, pour des raisons de bien-être aussi individuel, parce qu'en fait, tu ne peux pas créer vraiment de lien avec toi si tu n'as pas développé ce féminin. Et ce qui est vraiment important, c'est de rééquilibrer au niveau individuel et du coup, au niveau collectif, masculin et féminin. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la société est extrêmement déséquilibrée, mais ça vaut autant pour les femmes que pour les hommes. C'est pas qu'une question d'hommes, parce que la réalité, c'est que, bien sûr, on parle beaucoup de sororité, mais la sororité, c'est la société avec d'autres qui sont pareils que soi. Néanmoins, pour faire ça, il faut des mythes communs, il faut des légendes communes, et ça n'existe
ça existe, bien sûr. Il suffit de lire Femmes qui dansent avec les loups, mais ça existe assez peu. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça que la sororité, ça marche assez mal, parce qu'en fait, c'est construit sur des mythes et des légendes masculines. Donc, autant la fraternité, ça fonctionne bien, autant la sororité, ça fonctionne pas très bien aujourd'hui encore. Est-ce que tu peux développer un petit peu ça? Je suis un peu confuse sur ce que tu cherches à dire. En fait, donc la fraternité, c'est l'entraide entre hommes. Sororité, l'entraide entre femmes. Aujourd'hui, il y a pas mal de mouvements dans le féminisme où on parle de sororité, il faut que les femmes s'entraident, etc., etc. Ce qu'on constate de manière très empirique, c'est que il n'y a pas beaucoup de sororité, en fait. Les femmes ne sont pas hyper sympas les unes avec les autres, en réalité. Ça arrive, mais même quand on voit étonnamment, des filles plutôt féministes, elles vont, par exemple, moins s'intéresser à une fille si elle n'est pas assez jolie. Il y a vraiment ce truc qui existe, qui est assez étonnant. Et puis, voilà, je pense que n'importe quelle femme qui écoute saura que effectivement la sororité, c'est pas le truc le plus évident. Ça existe, hein, bien sûr, mais c'est pas le truc le plus évident, on va dire. Et pourquoi ça n'existe pas ou ça existe mal? C'est parce que pour faire sororité, c'est-à-dire faire société avec les mêmes que soi, il faut des mythes et des légendes communes. Et pas que ça n'existe pas, mais très peu, trop peu. Et comme on essaie de construire de la sororité sur des mythes et des légendes masculines, nécessairement, ça marche pas très bien. Donc, il y a besoin de sororité, comme il y a besoin de fraternité. Il y a besoin de... Donc ça, c'est au niveau collectif. Il y a besoin de développer le féminin en chacun pour se rééquilibrer et déconsommer aussi. C'est-à-dire, moi, quand je dis qu'on peut changer sans rien sacrifier, c'est simplement que à partir du moment où tu développes ton féminin, par exemple, en fait, tu as moins besoin de cette puissance masculine, puisqu'en fait, tu contrebalances, et donc tu ne sacrifies rien, parce qu'en fait, c'est passé, en fait, on n'a pas besoin. Et en fait, par nature, tu deviens plus écologique, quelque part. C'est vrai que c'est plein de notions différentes. Mais... Est-ce que tu peux nous raconter, parce que toi, j'ai l'impression que ça a vraiment été ton chemin. Hein. Tu as fait des écoles de commerce, on t'a vendu une voie royale, une définition, une course au capital et une définition du succès. Et puis finalement, tu as remis ça en question. Est-ce que tu peux nous parler en fait de ce que tu as appris et de ce que tu as changé et quelle est la différence entre le Grégory d'aujourd'hui et le Grégory qui sortait de l'école de commerce? Alors, c'est toujours un process on the go, en fait. La réalité, elle est un peu plus complexe que ça parce que moi, je viens d'une famille très modeste et du coup, je me suis complètement émancipé par le travail. C'est-à-dire qu'en fait, personne de ma famille élargie n'est arrivé au bac. Mon frère est chauffeur de bus, mais ma mère n'a pas fait d'études, mon père non plus. Et pour des raisons que je sais pas très bien comment c'est possible, parce que moi, on voulait me mettre en CAP aussi, mais il se trouve que je fais une prépa HEC et une école de commerce. Donc, j'ai eu cet attrait, évidemment, capitaliste, très fort, naturellement, parce que moi, je me suis émancipé par le travail, j'ai même changé de classe sociale, j'ai fait des transfuges, et c'est pas si évident, en réalité. Et du coup, ce qui est encore plus compliqué, c'est de s'être émancipé par le travail, d'avoir suivi cette voie par l'argent, même si, j'ai jamais travaillé dans la finance non plus, faut pas exagérer, mais quand même... Et de se dire, en fait, cette montagne que je viens de gravir, peut-être que c'est pas la meilleure, et peut-être que maintenant que je suis arrivé là, il va falloir redescendre, ou en tout cas aller sur une autre montagne. Alors, c'est une voie, c'est pas la voie la plus... On parle toujours du point A, du point B. On sait bien qu'on fait rarement une ligne droite. Mais moi, j'ai fait un petit détour. Et aujourd'hui, je crois que c'est toujours dans un process, c'est-à-dire que c'est pas si simple pour moi d'abandonner ça ou d'abandonner en partie ça. Je l'ai abandonné en partie puisque pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, en lançant mon podcast, en tout cas en faisant ce changement de sujet, en n'ayant pas peur de lancer ce livre, etc., etc. Mais ça crée quand même du conflit chez moi, encore, parce que moi j'ai bientôt 45 ans, donc pendant, on va dire, 40 ans, je me suis construit, pas 40 ans, parce que quand j'avais 0 ans, évidemment, c'était moins vrai, mais disons 30 ans, on va dire, de 10 à 40, je me suis construite de cette manière. Donc maintenant, c'est un mouvement de se dire, mais en fait,
ce que je veux et ce que je veux. Enfin, moi, je me pose souvent cette question et je pense que c'est une question alors qui peut faire peur, mais moi que je trouve juste de se dire qu'est-ce que j'ai envie de me dire sur mon lit de mort. Et c'est sûr que sur mon lit de mort, j'ai pas envie de me dire que j'ai permis à X boîte de gagner X temps de followers sur Instagram ou ou de gagner tant ou tant. Moi, j'ai envie de me dire j'ai réussi à créer du lien, j'ai réussi à toucher des âmes. Et à faire à mon petit niveau, j'ai fait ma part en fait. Et voilà, et c'est vraiment ça qui me motive aujourd'hui beaucoup plus que bon, j'ai jamais été très attiré par acheter une Ferrari, mais tu comprends l'image quoi. Voilà, cette accumulation par le bien, cet excès de bien vivre me parle pas. C'est pour ça que je suis parti d'ailleurs vivre au Portugal pour à me forcer entre guillemets, enfin même si c'est pas vraiment me forcer, c'est vraiment aller dans le sens de ce que je veux profondément, améliorer mon bien-être, quitte à réduire mon bien vivre. Et pour toi les deux sont pour toi les deux sont incompatibles? Non, c'est un rééquilibrage. C'est-à-dire qu'en fait il y a un sur-bien vivre, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que personne n'a besoin d'avoir 4 ordinateurs, 3 voitures. 4 sacs, des tonnes de fringues. En fait, les fringues, typiquement, on en achète jusqu'à ce que nos placards soient remplis. Et personne n'a besoin de tout ça. Donc, et en plus, ça te génère des problèmes. Tu sais pas comment t'habiller le matin. Donc, non, je crois pas que ça s'oppose. Ça, c'est pas forcément lié à... Tu peux aussi bien vivre sans forcément t'acheter des... Tu peux bien vivre en ayant plein de plantes dans ta maison, en installant... je sais pas, en organisant, enfin, tu peux dépenser ton argent, tu peux avoir de l'argent et dépenser ton argent pour ton bien vivre, pas nécessairement en t'achetant un nouveau sac ou des nouvelles fringues. Ça peut être en voyageant, ça peut être en invitant des personnes et en cuisinant des bons repas avec des grandes tablées. Ça te coûte beaucoup d'argent parce que tu achètes des très bons produits. Ça peut être en installant un sauna chez toi parce que ça t'aide à être dans ton corps et ça t'aide à t'apaiser, ça t'aide à être en paix et du coup, tu es centré. Donc ça peut être des choses qui coûtent de l'argent et qui donc nécessiteraient d'avoir des revenus plus élevés. Mais enfin, voilà, alors, oui et non, ça dépend parce que les exemples que tu as pris en fait ne sont pas tous égaux. C'est ça la petite nuance. Je crois que la nuance, elle se fait dans la conscience de l'impact que ce que tu fais a sur les autres. Donc, faire un grand repas, une grande tablée, je trouve ça génial, en particulier si c'est des produits locaux. Prendre l'avion et faire des voyages, et j'ai énormément voyagé, hein, donc je jette la pierre à personne, évidemment. Mais faire des voyages, c'est avoir des impacts sur les autres. Parce qu'en fait, ça réchauffe d'une manière ou d'une autre, ça a un impact fort. Et après, on peut justifier. Hein, moi, je pense que ce qu'il faut faire quand tu prends l'avion, je dis pas, moi, je prends encore l'avion. Et la question que je me pose, c'est est-ce que ce vol a un impact plus important sur la vie d'autrui que, positif que négatif. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est peut-être pas très clair. Si, je vois ce que tu veux dire. Je me rends compte en le disant, mais c'est-à-dire que si tu voles pour partir 2 semaines ou 1 semaine à Punta Cana au bord d'une plage, bon, ton impact il est purement négatif. Si tu voles pour, j'en sais rien, aller faire une conférence et toucher des âmes, ou par exemple, je sais pas, admettons, je sais pas si t'es allé à Burning Man, mais oui. Tu vas à Burning Man pour te transformer et tu reviens changer, et donc du coup, peut-être que oui, c'est vrai que ça pollue d'aller à Burning Man, et en même temps, ça change tellement les gens que du coup, ça se discute en fait. Enfin, je suis pas sûr que ça soit aussi radical. Donc voilà. Bon, après, c'est peut-être une justification que je me donne, hein, j'en sais rien. Mais donc, tout ça pour dire qu'il y a des impacts dans ce que tu fais avec ton argent ou pas. Pareil, par exemple, pour les fleurs, tu parlais des plantes. Alors, les plantes, c'est vrai. Les fleurs, c'est moins vrai parce que les fleurs, en particulier en Europe, elles viennent majoritairement d'Afrique, dans des avions frigorifiés. Donc, en fait, acheter des fleurs coupées, c'est quand même un acte hautement contre-écologique, sauf si c'est des fleurs de saison et locales, mais bon, c'est quand même assez rare, encore aujourd'hui, en tout cas en Europe. Donc, du coup, ça dépend ce que tu fais, et c'est vrai que quand même, majoritairement, plus tu gagnes d'argent, plus tu pollues, en fait. Enfin, je veux dire, bien sûr qu'il y a des choses, comme tu décris, mais la réalité statistique, c'est que plus tu as d'argent, plus tu pollues. Parce que tu consommes plus. D'accord, parce que tu consommes plus, d'accord. Généralement, après, j'ai dit, il y a des exceptions dans tous les sens, hein, mais
malgré tout, c'est quand même une règle assez générale. L'empreinte carbone, l'écologie sont vraiment des sujets qui te tiennent à cœur. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais nous dire à ce sujet? En fait, plus que l'empreinte carbone, l'empreinte carbone, il faut savoir que, et c'est un peu, ça va te sembler étrange, je ne sais pas si tu le sais, c'est un concept qui a été, créé par le lobby des boîtes pétrolières pour remettre la responsabilité chez les gens et pour se déresponsabiliser. Donc en fait, en culpabilisant les gens, ils se sont déculpabilisés en disant ah ben non, mais nous on vend du pétrole parce que vous nous le demandez. Donc en fait, c'est les lobbies qui ont inventé l'empreinte carbone individuelle. Donc juste ça. Moi, ce qui me touche plus que l'empreinte carbone, c'est le vivant dans sa globalité. Et par le vivant, j'entends évidemment les arbres, mais aussi les animaux, et évidemment, y compris les animaux, les humains. On a, je crois, une responsabilité extrêmement importante. On est à l'aube d'une extinction de masse de beaucoup d'animaux, mais y compris les humains d'une certaine manière, ou en tout cas peut-être pas à court terme, mais à un certain moment. On est en train de rendre notre planète totalement invivable pour nous-mêmes. Ça va générer des migrations de masse, ça va générer quand même pas mal de choses, et c'est déjà le cas, c'est pour ça que je faisais référence à l'avion, parce que tu vois bien sûr que un vol, ça change pas grand-chose dans l'absolu, mais aujourd'hui, on voit bien que, par exemple, la zone du Sahel est inhabitable, et c'est lié à notre consommation en Europe, et après, en Europe, on dit, ah ben non, par contre, nous, on veut pas des Africains, les réfugiés climatiques, on n'en veut pas. Et c'est des centaines de millions, peut-être pas des centaines, mais des dizaines de millions de personnes qui vont se déplacer. Et bien sûr qu'on va bloquer nos frontières, parce qu'on ne voudra pas de ces gens-là. Et pourtant, ils seront là parce que nous, on a rendu la vie invivable chez eux. Pas de manière directe, évidemment, mais de manière indirecte. Et c'est pour ça que je te disais, c'est important de prendre conscience que quand tu manges de la viande, alors il y a la souffrance animale, hein, mais il y a aussi l'impact carbone que ça peut avoir. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants, et c'est un équilibre. C'est un équilibre dans la société. C'est pour ça que pour moi, c'est hyper important d'avoir conscience de tout ça. Moi, je suis pas en train de culpabiliser qui que ce soit, et moi-même, je mange de la viande de temps en temps, et je prends l'avion encore de temps en temps. Simplement, c'est important d'avoir conscience que quand tu fais un truc, ce n'est pas neutre. Et ça peut être neutre, ça peut être positif ou négatif, hein, bien sûr, mais si tu manges un animal, ben, y a un animal qui a été tué. On fait tout pour ne pas t'y faire penser, mais ça a un impact carbone. Quand tu prends un avion, ça a un impact. Voilà, et c'est pas grave. Simplement, il faut en avoir bien conscience. Et moi, je milite beaucoup pour ça, en fait, juste avoir conscience des choses. Et c'est pas anxiogène d'avoir conscience de tout ça, de penser à tout ça. Enfin, et je vois ce que tu veux dire. Il y a quelque chose de très respectueux et quelque part qui nous permet de nous ancrer, d'avoir conscience qu'on est liés, en fait, qu'on est tous liés les uns aux autres, et que l'action que je mène aujourd'hui dans ma vie a des conséquences, en général une part de conséquences positives et aussi une part de conséquences négatives, et d'avoir peut-être conscience de l'impact peut-être négatif des actions qu'on peut avoir. J'aurais tendance à dire un petit peu, je vais parler à la thérapeute, mais ça va te parler tout de suite, c'est un peu comme les zones d'ombre. Les zones d'ombre, elles sont très puissantes quand on n'a pas conscience. Elles sont beaucoup moins puissantes quand on a conscience. Donc je ne crois pas que ça soit... que d'avoir conscience de tes impacts négatifs soit un vrai problème. Je pense que c'est l'inverse qui est un souci. Quand tu n'as pas conscience des choses, pour moi, là est le problème. Que ce soit tes zones d'ombre ou que ce soit ton impact carbone ou ton impact sur le vivant de manière générale. Donc non, bien sûr qu'il y a tout ce concept autour, et ça existe, hein, de la culpabilité et donc de la dépression liée à l'écologie. Mais moi, je suis quelqu'un d'extrêmement positif. Alors, du coup, ça me touche, hein, bien sûr, que j'y pense. Et tu vois, la question de faire des enfants, toutes ces questions-là, évidemment, sont dans ma tête. Néanmoins, je pense que c'est beaucoup moins... je préfère en avoir conscience, en fait. Je pense que c'est plus important d'en avoir conscience que l'inverse. Alors, c'est ce que tu parles, hein, de l'importance d'aller regarder ces zones d'ombre et de se dire, c'est justement quand on n'a pas conscience de nos zones d'ombre qu'elles nous contrôlent, en fait, sans qu'on s'en rende compte, tandis que quand on a conscience de nos zones d'ombre, elles perdent de leur impact. Enfin, en tout cas, on peut les soigner, on peut les cicatriser, on peut en prendre soin.
Plutôt qu'elle nous contrôle, on peut en prendre soin. Et donc, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que ça, c'est une démarche du féminin. Le féminin, quand on parle encore des énergies féminines, l'énergie féminine, c'est l'introspection, c'est l'intuition, c'est l'intériorité. Et donc voilà, déjà, je voulais pointer du doigt que c'est une démarche du féminin. J'avais aussi envie de te parler moi, j'ai l'intime conviction que une des choses qui nous empêche d'être alignés dans notre vie et qui nous empêche de... Je vois beaucoup de personnes qui me disent je me sens perdue, je suis perdue, je me suis laissée embarquer par l'extérieur, en fait. Je me suis laissée embarquer par l'extérieur, les obligations, les dictats de la société, les attentes de mes parents, les attentes de l'extérieur. Et on passe notre vie à chercher à être conforme à ce qu'on pense que les autres attendent de nous. Et puis, on court après notre to-do list, on court après les sollicitations. Beaucoup de personnes viennent vers moi, en tout cas dans mes programmes et dans ce que je propose, en me disant je me suis perdue. Et moi, j'ai l'intime conviction que cette perdition, en fait, est liée au fait qu'on est déconnecté de notre corps, qu'on est déconnecté. Beaucoup de personnes vivent à quelques centimètres de leur corps, dans leur tête et dans leur faire, dans le faire à l'extérieur, dans le penser, et non pas dans le corps. Et le corps, c'est le ressenti. Pour connaître nos zones d'ombre, pour connaître nos ressentis, pour connecter à notre intuition, pour moi, c'est une expérience corporelle. C'est quelque chose qui se vit à travers le corps. C'est pas un truc intellectuel. Travailler ma zone d'ombre, c'est pas. L'intellectuel va être utile de réfléchir à nos zones d'ombre, mais la vulnérabilité, je sais que la vulnérabilité, c'est aussi un sujet que tu dis que ça t'a beaucoup impacté, le fait de te donner la permission d'être vulnérable. Pour moi, la vulnérabilité, c'est aussi quelque chose qui se ressent dans le corps. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que, alors, moi, à mon niveau individuel, on va dire, je ne sais pas si je suis encore bien connecté à mon corps, pour être sincère. Je sais que ce que tu dis, c'est totalement vrai. Voilà, j'en ai parlé sur mon podcast, j'en ai très conscient, je trouve ça hyper intéressant, j'ai lu des bouquins sur le sujet, etc. Je ne sais pas si j'ai encore réussi à bien toucher ça, moi, pour être sincère. C'est hyper intéressant, justement, tu vois, quand on parle beaucoup de méditation, et la méditation, c'est encore, pour beaucoup de gens, beaucoup dans la tête, c'est très performatif, c'est « Ah bon, mais tu médites combien de temps ?» Cette question qui, par définition, implique que la personne n'a pas compris de quoi il s'agissait, parce que, en fait... Oui, et on peut penser parfois que la méditation, c'est se détacher du corps, c'est s'élever au-delà du corps. Ouais, complètement. Et moi, j'ai l'impression qu'au contraire, on doit faire un retour à l'intérieur de nous. Et ce retour à l'intérieur, il est dans l'acceptance de notre corps, il est dans le ressenti de notre corps, il est dans la présence à notre corps. Et ça, c'est pas... Tu disais tout à l'heure, j'ai lu des livres sur le sujet, où j'ai fait des podcasts. Pour moi, c'est une expérience somatique. Enfin, moi, je me suis formée à la sexologie somatique. C'est l'expérience du corps. Si tu veux apprendre quelque chose avec le corps, c'est pas dans des livres et c'est pas dans des podcasts et c'est pas dans des conférences que tu l'apprends. Exactement. C'est dans des pratiques corporelles. C'est ça. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je me suis mis au Gaga Dance. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Non, c'est quoi le Gaga Dance? Le Gaga Dance, c'est une technique de danse qui a été mise au point par comment on appelle ça? Pas un designer, mais un chorégraphe israélien, et qui te reconnecte à ton corps, justement. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est pas chorégraphié, justement. C'est en fait, il te donne des indications, mais en fait, tu es libre dans ton corps et c'est hyper intéressant à faire. Comme j'ai fait une retraite autour de la sexualité, justement, et beaucoup dans le corps. Donc, je m'intéresse, mais de mon propre avis, je pense que je suis pas encore là. Je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là pour me revenir dans mon corps. L'ayahuasca, bien sûr, c'est une manière de le faire. Le San Pedro, sans doute aussi. Mais je pense que j'ai encore de la marge sur ce sujet. Moi, quand on parle d'évolution de la société et quand on parle du fait que la société arrive à un burn-out parce qu'on a énormément valorisé ces énergies du masculin et on a considéré les énergies du féminin comme, toi tu dis une faiblesse, moi je dis une frivolité. Je crois que c'est parce qu'on était coupé de nos ressentis. Je pense que si on était dans notre corps, on aurait senti qu'on est en train de faire quelque chose qui est pas bon.
qui est néfaste et qui coûte trop cher, à la vie, qui coûte trop cher à l'humain, qui coûte trop cher à la terre. Et si on s'en est pas rendu compte, ça nous a monté à la tête en fait, cette performance, cette réussite, cette productivité, ça nous a monté à la tête. On a mis l'économie au centre de notre société. Tout ce qui compte, c'est les indicateurs de croissance, et ça nous a monté à la tête. Et du coup, on était coupé de nos ressentis. C'est pour ça que aujourd'hui, mon grand dada en ce moment, j'ai développé tout un programme qui s'appelle La Voix d'Athéna, et moi je m'occupe des femmes, mais je pense que les hommes ont besoin de faire le même travail. Voilà, c'est un retour au corps pour qu'on puisse ressentir. Voilà. Pardon. Non, mais je suis 1000 fois d'accord, évidemment. Tu sais, il y a cette phrase qui est très connue qui dit c'est plus facile d'envisager la fin de la planète que la fin du capitalisme. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on court après des chimères, on court dans une roue sans même se rendre compte qu'on va nulle part. Et on court, effectivement, tu l'as décrit, beaucoup pour les autres, sans même se réfléchir. Il y a beaucoup de gens qui prennent aucun recul, qui ne savent pas du tout pourquoi ils veulent se marier, gagner tant d'argent. Et moi, quand je suis en cours et que je demande à mes étudiants, mais pourquoi vous avez autant de fringues? Alors, les fringues, parce que voilà, c'est symptomatique, mais... Et en fait, ils font non, mais moi, je me maquille, pour les filles, en tout cas, majoritairement les filles, où je mets ces fringues, parce que moi, j'aime bien, j'essaie de me plaire à moi. Je dis, mais non, clairement, tu le fais pour les autres. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont absolument pas conscience qu'ils font ça pour les autres. Majoritairement, les gens, ils réagissent pas, ils réalisent pas qu'ils font tout ça pour les autres. Si tu étais sur une île déserte tout seul, évidemment que tu te maquillerais pas et que tu te ferais pas jolie tous les jours, ou que ce soit pour un garçon ou pour une fille d'ailleurs. C'est pas vrai, en fait. La réalité, c'est que tu fais ça dans une forme de conformisme social, etc. Et ça abîme énormément chaque individu. Et c'est pour ça que je te disais aujourd'hui, les statistiques quand même, c'est que l'espérance de vie est en train de chuter en Europe et aux États-Unis. Donc en fait, ça a des impacts extrêmement forts. Vas-y, parle-nous de ça. Maintenant que tu ramènes le sujet, maintenant tu peux pas l'amener deux fois sans m'expliquer. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire, mais simplement on est dans une société. Tu sais, quand on parle beaucoup d'écologie punitive, moi ça me fait réagir parce que ça supposerait que notre société est parfaite et que de l'autre côté, tu as l'écologie punitive. Mais notre société, elle n'est pas parfaite parce que d'abord, elle ne permet pas la vie sur Terre. Donc, on ne peut pas vraiment dire que c'est une société parfaite. Mais en plus, de manière très courte, alors c'est plutôt long terme ça, mais de manière très court terme, les gens se suicident. On n'a jamais pris autant d'anxiolytiques. On n'a jamais fait autant de burn-out. Les gens vont mal, en fait. Les maladies mentales, c'est vraiment le premier problème qui est défini par tous les instituts de recherche comme Gartner ou Forrester ou d'autres. On sait que c'est là qu'il va y avoir le plus de besoins, et c'est aussi pour ça qu'on voit la montée des substances hallucinogènes d'ailleurs, comme solution partielle. Donc notre société, elle est loin d'être parfaite. Donc c'est pas la société parfaite versus l'écologie punitive, c'est une société complètement défaillante et une autre proposition où on est plus dans le bien-être et un peu moins effectivement dans le sur-bien-vivre. Mais quand même dans le bien-vivre. Et toute la question, c'est le plus tôt on ira, le plus on sera dans un équilibre bien-vivre, bien-être, plutôt que si on y va très tard, évidemment, on va être de moins en moins dans le bien-vivre et que ça va coûter cher, en fait, à la fin. Mais non, j'ai pas grand-chose à plus à rajouter sur cette statistique qui est que l'espérance de vie est en train de chuter aux États-Unis et en Europe. C'est juste un constat, en fait. Et est-ce qu'on sait quelles sont les causes de mort qui augmentent ? Alors, je les ai plus en tête, mais de mémoire, évidemment, il y a la malbouffe, il y a le stress, de manière générale. Mais j'ai plus les statistiques en tête, pour être tout à fait sincère. Mais en gros, on sait bien que les principales causes de mortalité, ça reste la malbouffe et le stress et tous les impacts du stress, tout ce que ça peut engendrer. Donc, cette société, elle nous rend fous, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que quand une personne ose sortir de la roue du hamster, les autres la regardent bizarrement au début en disant « Mais non, t'es folle ou t'es fou, reviens dans la roue. » Mais une fois que tu y restes, et ben en fait, les gens te regardent et te disent « Waouh, mais je sais pas comment t'as osé, moi j'y arrive pas, parce qu'en fait, tu comprends, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai cette maison, j'ai ce crédit, j'ai ce truc. » Et c'est pas possible. Je sais pas si tu connais cette histoire qui est au début d'un bouquin que j'adore, qui s'appelle Le métier récalcitrant.
qui est un bouquin de Richard Bach que je trouve génial, qui est un bouquin assez court. C'est un roman, mais c'est une sorte de roman de développement personnel, si on peut dire ça comme ça. Et au tout début, il y a une histoire de petites bestioles qui sont dans l'eau et elles sont dans une rivière. Et donc, elles se tiennent toutes très fort à un rocher parce que si elles sont entraînées par le courant, elles vont se faire... elles vont forcément taper les roches qui sont derrière. Et donc, toutes les bestioles se tiennent au rocher. Et puis, il y en a une à un moment donné qui dit « Ah non, mais moi... En fait, j'en ai marre de tenir ce rocher, je m'ennuie, c'est nul, j'ai envie de voir du pays, j'ai envie de faire différemment. » Puis toutes les autres bestioles lui disent « Mais non, mais t'es folle, si tu lâches, tu vas mourir dans d'affreuses souffrances en te prenant les rochers derrière. » Bref, je fais l'histoire courte, mais en gros, il lâche. Et effectivement, il se prend les rochers derrière, mais au bout d'un moment, évidemment, le courant aidant, il revient à la surface et il survole l'intégralité des autres. Et les autres le regardent comme un dieu. Et je trouve ça assez intéressant parce que je trouve que c'est vraiment ça. C'est-à-dire à partir du moment où tu oses faire différemment, les gens te disent « Waouh, mais c'est incroyable ce que tu oses faire. » Mais simplement, il faut juste oser s'écouter, tu vois, se donner la liberté d'être soi, ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Et je vais remettre quelque chose, c'est que pour moi, s'écouter, ça veut dire écouter ses ressentis. Parce que notre tête, c'est le raisonnable. Notre tête, elle va chercher à nous convaincre qu'il ne faut pas. Tandis que nos ressentis, c'est la résonance. Et écouter la résonance, c'est une expérience corporelle. Et donc, si on n'est pas dans notre corps, si on peut pas, tout ça, c'est un beau fantasme, cette idée d'écouter, d'être soi et de s'écouter. Pour moi, s'écouter, c'est d'abord une expérience corporelle, c'est d'abord être capable d'entendre et de ressentir la résonance. Ah, là, il y a quelque chose qui m'appelle. Ah, là, je sens une réaction. Ah, là, je sens qu'il y a un oui ou qu'il y a un non, d'ailleurs, parce que la résonance, ça peut aussi être le « Ouh là, faut surtout pas que j'y aille, je me sens éteinte, je me sens absente, je me sens disparaître, je me sens fantôme ». Ça aussi, c'est une expérience corporelle, d'être capable de repérer les moments où on s'éteint, où on disparaît, et d'être capable de repérer les moments où on s'éveille, où il y a un élan, où il y a quelque chose. Et pour moi, ça, c'est avant tout une expérience corporelle. Mais peut-être que j'ai plus avancé sur mon corporel que je veux bien le croire. Tu vois, je suis peut-être trop dur avec moi-même. Pas cette bienveillance. Oui, peut-être. Parce que tout ce que tu décris, ça me parle, bien sûr. Oui, je pense, et notamment le fait que je sais que l'intuition a joué un grand rôle dans ta vie et que tu as eu beaucoup d'intuitions sur le blockchain, tu as eu des intuitions sur les podcasts, tu as souvent des intuitions, tu sens, et ça pour moi c'est du féminin, tu sens le pouls de la vie, tu sens là où vont les choses. Et ça c'est une intuition, et une intuition, tu es d'accord avec moi qu'une intuition, c'est une expérience corporelle? C'est un truc qui vient de là. C'est un appel, bien sûr. Voilà, c'est un appel, c'est une expérience corporelle. C'est pas du tout mental. C'est pas mental, voilà. Et non, donc ça, d'accord. Voilà. Et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup, moi, que sur cette terre, on puisse tous être équipés de cette guidance intérieure, qu'on puisse tous pouvoir ressentir ces intuitions, ressentir cet appel, parce que dans le fond, l'humain veut le bon pour l'humain. Quand on écoute nos intuitions, quand on écoute ce qui résonne, j'ai l'intime conviction qu'on va créer du bon pour soi et du bon pour les autres autour de nous. Alors, je vais parler à la coach, tu me diras si tu es d'accord, mais moi, j'ai l'impression qu'on est tous équipés, simplement, en tout cas quand on est enfant, et simplement, avec l'école et la manière dont on éduque les enfants, on nous oblige à l'oublier, en fait. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on est tous équipés, on a tous beaucoup d'intuition, simplement, à force de couches et de couches et de couches d'éducation, de normalisation sociétale, en fait, on déconnecte. Exactement. J'utilise l'image du GPS. Je dis on a un formidable GPS intérieur, mais c'est comme si les fils avaient été coupés. Et donc notre job aujourd'hui, c'est de reconstruire les câbles pour pouvoir être câblés à notre GPS intérieur. C'est exactement ça. Et pour moi, ça nécessite des pratiques. Ça se fait pas. C'est pas en écoutant le podcast là qu'on va le faire. C'est pas en lisant un livre qu'on va le faire. C'est en faisant de la place dans nos semaines surchargées et surstimulées avec nos écrans, nos sollicitations, nos demandes et toutes ces stimuli et ces sollicitations extérieures. C'est de faire de la place pour dire pause et pour avoir une pratique. Alors ça peut être la danse, comme tu es en train de faire. Ça peut être la méditation. Ça peut être d'aller marcher en nature. Il y a plein de choses qu'on peut faire qui vont nous réapprendre à reconnecter avec cette dimension de notre être. Et moi, je crois aussi, donc là, c'est un autre sujet, juste rapidement, parce qu'on arrive à la fin du temps et je voudrais juste clôturer cette idée-là. Je crois aussi qu'il y a un lien direct entre notre capacité à connecter notre intériorité et notre liberté à faire circuler notre énergie sexuelle. Pour moi, c'est la même chose, en fait. C'est le même genre de travail.
Je rajoute juste un élément, alors je suis désolé, mais en fait, c'est un ami qui m'a dit ça et je trouvais ça hyper juste, qui prend des cours de sport tous les jours. Et moi, je disais, waouh, mais c'est incroyable que tu prennes 1 heure tous les jours avec une coach. Et en fait, il médite 1 heure, plus il fait 1 heure et demie de sport tous les jours. Je disais, mais c'est fou. Et il me dit, mais Greg, si t'as pas compris, si t'as pas 1 heure ou 1 heure et demie à donner à ton corps tous les jours, c'est que vraiment, tu n'avais pas compris quelque chose dans ta vie. C'est-à-dire que tu peux pas, si tu n'as pas 1 heure par jour à donner à ton corps, on a un souci, en fait, techniquement. Et je trouvais ça hyper juste, et parce qu'il y a plein de gens qui vont se dire, enfin, qui vont écouter, qui vont dire, oui, mais c'est super ce qu'il raconte, mais moi, j'ai pas le temps. Mais en fait, si tu n'as pas 1 heure à donner à ton corps, c'est qu'il y a vraiment un truc que tu n'as pas saisi sur la vie, quoi. Parce que, évidemment, le corps, c'est central. Hein. Enfin, j'ai l'intime conviction que on a pu penser à travers les religions et à travers certains mouvements spirituels, et je dis pas que c'est complètement faux, mais on a pu penser que notre travail sur Terre, c'était de s'élever dans l'esprit. Et donc, que le corps était bas, et que donc notre job, il était de s'élever dans l'esprit. D'ailleurs, on a beaucoup entendu que la sexualité, c'était sale, c'était bas, c'était machin, et notre job était de s'élever dans l'esprit. Et donc, en fait, que l'ultime truc, ça serait d'être dans l'esprit. Et moi, en fait, je suis en train en ce moment d'explorer et de voir ma vie à travers un prisme complètement différent et de me dire, et si en fait, c'était pas ça notre objectif sur Terre? Et si en fait, on était esprit? On est esprit. Et ça, si on partait du principe qu'on n'a pas à atteindre le fait d'être esprit, mais qu'au contraire, c'est donné, c'est posé, nous sommes esprit. Mais en fait, nous sommes là pour vivre une expérience incarnée. Et donc, en fait, notre job, c'est pas d'être esprit, on est esprit. Notre job, c'est d'être body, c'est d'être incarné et d'apprendre à vivre dans ce corps et d'apprendre à laisser ce corps nous guider et de découvrir, d'être en lien. C'est quand même ce corps qui nous permet d'être en lien avec les autres esprits, de se faire des câlins, de se toucher, d'interagir, de travailler ensemble, d'être en lien avec la matière, d'être en lien avec la terre. Enfin voilà, ça m'amuse, moi en tout cas, plus que ça m'amuse, ça me rend très curieuse et ça m'inspire d'envisager ma vie comme ça. à l'aube du corps. Non, j'aime beaucoup, effectivement. Évidemment, ça me parle énormément. Alors, j'ai une dernière question à te poser, le temps passe, mais j'avais quand même envie qu'on aborde ce sujet parce que j'ai rarement des invités qui sont intéressés de parler de ce sujet. Je sais que quand je t'ai demandé quels étaient les thèmes que tu voulais aborder, l'un d'entre eux, c'était les psychédéliques. Et donc, pourquoi ça te semble important aujourd'hui de parler de ce sujet tabou et que beaucoup de personnes jugent négativement? Alors, tout simplement parce que je pense que ce sont des substances qui sont extrêmement efficaces pour se reconnecter à soi, pour se reconnecter à son corps, au sacré en tout cas. Que ces substances, elles ont accompagné l'humain depuis son arrivée sur la planète, donc enfin son évolution sur la planète. Qu'aujourd'hui, on prend des drogues. Et d'ailleurs, en anglais, je trouve que le terme est plus juste, que nous, on a des pharmacies en France, mais en anglais, c'est quand même plus juste, parce qu'on parle vraiment de drugs. Et en France, on fait vraiment la différence entre les médicaments, qui sont censés être un truc hyper positif, et de l'autre côté, les substances hallucinogènes, qui sont des drogues. Et cette binarité... bien sûr, attention, je ne suis pas en train de dire que toutes les drogues sont les mêmes. Les substances psychédéliques, moi, je ne les considère pas comme des drogues, en fait. Donc, voilà. Et puis, bien sûr qu'il y a des pitfalls dans ces substances. C'est-à-dire que si tu commences à faire 100, 200 séances d'ayahuasca, c'est qu'effectivement, il y a peut-être un truc à aller creuser quand même, parce que ce n'est pas forcément naturel d'en faire autant. Mais en tout cas, moi, je crois que ces substances, elles te permettent justement de te reconnecter dans ton corps, donc de redévelopper ton féminin, d'aller voir tes zones d'ombre. Et donc, ça va dans le sens de tout ce qu'on décrit depuis tout à l'heure. Et en ça, elles me semblent indispensables, comme elles ont été indispensables sur l'intégralité de l'évolution de l'espèce humaine. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de se dire que les substances hallucinogènes, c'est super et les médicaments, c'est mal. Moi, je suis pas dans des visions binaires. Je trouve que si demain j'avais un cancer, je prendrais sans doute pas des substances hallucinogènes. J'irais faire des IRM et prendre des cachets, sans doute, pour régler mon cancer. Évidemment, enfin, il y a aucun doute sur le sujet. Mais par contre, ça veut pas dire que d'un côté, il faut jeter les substances hallucinogènes et toute la culture qui va avec. Ce qui est intéressant dans les substances hallucinogènes, c'est bien sûr les substances en elles-mêmes, mais c'est aussi toute la culture
qu'on est en train de détruire, en fait, parce qu'il n'y a plus grand monde. Tous les savoirs ancestraux. Exactement. Et pour moi, ça, c'est central, c'est hyper important, parce qu'en fait, ils ont une sagesse hyper importante. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de se dire les sociétés primaires sont géniales et la société moderne, c'est pourri, ou l'inverse. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut apprendre les uns des autres. Et je pense que nous, comme on est allé dans une société très performative avec des médicaments, et on le sait, on compare souvent en Occident avec la médecine chinoise, donc nous, on est dans une médecine curative et pas préventive. Je pense que les substances hallucinogènes, justement, arrivent en préventif. Et c'est un très bon outil pour mieux se connaître, mieux se connecter à son corps et par définition, moins tomber malade. Et donc, moins avoir besoin d'être dans le curatif. Et surtout que le curatif, il est... et d'ailleurs, c'est super parfois, hein, tu as mal au doigt, on va te donner un médicament pour le doigt. Mais parfois, si tu as mal au doigt, c'est parce qu'il y a d'autres raisons. Et c'est ça qu'il faut aller creuser. Et moi, je trouve que les substances hallucinogènes permettent de faire ça aussi. Donc voilà, et je sais que c'est illégal et donc je ne suis pas en train d'inviter tout le monde à en prendre, hein, c'est pas ça. Mais par contre, elle me semble centrale, oui, dans notre société. Oui, et en Californie où je vis et aux États-Unis, je ne sais pas comment ça se passe, quelles sont les recherches là-dessus en France, mais il y a de plus en plus de recherches. Voilà, de plus en plus de recherches en France et ça devient de plus en plus légal d'utiliser ces substances qu'on appelle des medicines, qu'on peut appeler des medicines. Tout le monde, il y en a qui appellent ça des substances illégales et des drogues, et d'autres personnes qui appellent ça des médecines, mais qu'il y a tout un mouvement qui se développe pour les utiliser en thérapie, donc thérapie assistée par des thérapeutes et des psychologues qui sont formés, qui sont certifiés et avec tout un process pour soigner notamment les personnes qui ont vécu des grands traumas. Ça peut être des personnes qui ont vécu la guerre, des personnes qui ont été violées, des personnes qui ont eu des agressions, qui ont perdu un enfant, voilà. Donc, on a vu que ça a été prouvé, recherché, et c'est en train d'être développé. Il y a encore plein de recherches, mais il y a déjà suffisamment de preuves et de recherches qui font qu'aujourd'hui, il y a des centres aux États-Unis qui s'ouvrent. Bien sûr, ils sont palliatifs aussi. Voilà, qui permettent d'utiliser ces plantes-là de manière légale, dans un contexte bien défini et bien déterminé. En France, c'est tellement tabou que les recherches sont interdites. Donc voilà, il n'y a aucune recherche en France. Il y en a à Londres, dans les grandes universités londoniennes, il y en a aux États-Unis, il y en a dans beaucoup de pays, mais en France, c'est totalement tabou. Il n'y a rien, il n'y a pas de publication, il n'y a pas de publication scientifique. Donc, du coup... Un de mes très, très bons amis qui est avocat, qui travaille, il n'est pas avocat, mais il travaille dans le légal et il a écrit plusieurs livres et il a joué un rôle assez important au niveau des United Nations parce que lui, il défend le droit à la science pour tout, en fait. Il dit si on estime qu'il y a quelque chose qui mérite d'être recherché, on devrait avoir le droit de faire de la recherche sur tout. Et de développer de la science, surtout même sur des choses illégales. Et en fait, c'est vrai que parfois, en décidant que c'est illégal et du coup, on n'a pas le droit de faire de recherche, on s'empêche de grandir et de découvrir, quitte à découvrir que ça marche pas et que c'est un truc en effet très mauvais. Pourquoi? C'est pas ça. Faut pas avoir la science par définition en général n'a pas d'agenda. Cherche vraiment à prouver. Tester la matière, quoi. Mais en fait, c'est très étrange pour moi cette notion de drogue, pas drogue. Parce qu'il y a des drogues qui sont très légales et qui sont autrement plus dangereuses que les substances hallucinogènes. Par exemple, le sucre, l'alcool, le tabac. Pour moi, ce sont des substances qui sont très légales. Le café, le café, c'est pas forcément gênant, mais ce sont quand même des substances qui génèrent une dépendance physique, tandis qu'il n'y a aucune dépendance physique aux champignons, à l'ayahuasca, à San Pedro, je ne sais pas. Donc, du coup, j'ai même du mal à saisir... qui définit que c'est une drogue En fait, les situations de conscience alternée, pas alternée, mais de conscience altérée, merci, pas alternée. C'est des choses qu'on a toujours recherchées en tant qu'être humain. Donc, je suis pas certain de comprendre pourquoi on a défini que ça c'était des drogues et les autres c'était pas des drogues. Sachant que c'est aussi dangereux, voire plus dangereux, de manger du sucre ou du gras ou de boire de l'alcool. Mais sous prétexte que c'est légal, alors du coup, c'est pas un problème. Voire, ça peut poser un souci si tu ne bois pas. Par exemple, si tu vas dans une soirée et tu dis « moi, je bois pas d'alcool », les gens vont te regarder d'un autre... « t'es rabat-joie, ouais. » Ouais. Et c'est très étrange. C'est très étrange pour moi. Je suis pas sûr de comprendre. Je suis moins sûr de comprendre. Mais je bois de l'alcool de temps en temps encore. Hein. C'est pas... bien sûr. Encore une fois, je suis pas dans le jugement, mais... En tout cas, c'est intéressant, comme tu disais tout à l'heure, on arrive vraiment à une époque de notre société où on a besoin de faire de la philosophie, on a besoin de faire de la sociologie, on a besoin de questionner
comment on fonctionne, où on est, comment on est arrivé où on est. Et en tout cas, clairement, on sent aujourd'hui qu'on a besoin de redonner une direction. Et ton livre, je vais pouvoir clôturer la boucle comme ça, mais avec ton livre Insoutenable Paradis, c'est vraiment ça que tu fais. Tu crées un signal d'alarme et tu dis attention, on a besoin de se réinventer. En fait, on s'est laissé embarquer dans une spirale qui en fait devient insoutenable. Donc, on est vraiment dans une phase de notre société où on est invité à questionner comment on en est arrivé là. Et à faire des nouveaux choix, et donc à vraiment comprendre, pour reprendre encore l'idée de comprendre et de ne pas être dans la dualité, dans la binarité, mais de vraiment chercher à comprendre sans juger pour comment on est arrivé là, et surtout décider et choisir où on veut aller à partir de maintenant pour nous créer un avenir avec plus de bien-être et un avenir plus durable pour tout le monde et pour toutes les espèces vivantes de cette planète. Et c'est important que ce soit dit, parce qu'il n'y a pas un avenir désirable, il y a des avenirs désirables. Il y a des futurs souhaitables. Il n'y a pas un modèle dans lequel il faut absolument aller. Je pense là aussi, il y a besoin d'échanger de liens. Super. Bon, écoute, Grégory, on va clôturer cette conversation passionnante. Où est-ce que donc, bien évidemment, j'invite les auditeurs à se procurer ton livre Insoutenable Paradis. C'était aux éditions Duno, c'est ça? Exactement. Voilà. Et puis, à bien évidemment écouter ton podcast Vlan, moi que j'écoute avec beaucoup d'attention. Donc, allez voir le podcast Vlan. Restez sur le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, mais allez sur le podcast Vlan aussi. Vive les podcasts. Et est-ce qu'il y a autre chose, un autre endroit où tu voudrais envoyer les auditeurs pour te suivre et pour continuer à voir ce que tu fais? Vlanpodcast.fr et puis à peu près partout sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Greg from Paris. Greg from Paris, super. Greg from Paris qui est maintenant à Lisbonne. À Lisboa. Exactement. Greg from Lisboa. Greg from Lisboa, super. Merci beaucoup, Grégory. Merci à toi. C'était super. Merci beaucoup. Si vous avez apprécié ma conversation avec Grégory Puy et si vous aimez entendre des hommes parler d'intériorité et de féminin, je vous invite à écouter l'épisode 23, Masculin et féminin, trouver l'équilibre dont nous avons tant besoin, ainsi que l'épisode 31, Nos architectures invisibles. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous partager des ressources pour vous aider à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous venez d'écouter avec votre entourage si vous pensez que cela pourrait les intéresser. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé un programme vidéo sur 5 jours gratuit pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous le trouverez sur mon site www.christinelevicky.com. À bientôt pour un nouvel épisode.